Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, on va parler de quelque chose qui ne devrait pas du tout être associé à l'amour, mais qui malheureusement l'est trop souvent, à savoir les violences. Bonne écoute. Néné, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Écoute, ça va à peu près, hein. Ça va. Ça va, super. Ouais, il fait pas trop froid. La vie Oui, c'est suit vrai. son cours tranquillement. Voilà, ça va. Et toi, comment tu vas ? Ok, super. Ici, c'est les feux d'artifice, littéralement. Wow. Je sais pas si ça va s'entendre pendant l'épisode, mais on a notre 3e jour d'affilée de feux d'artifice. Ah, c'est Parce Diwali. On célèbre Diwali, ouais. Ah. Donc c'est 3e jour de feu d'artifice. Tous les jours, t'as l'impression d'être sur le champ de bataille, littéralement. Ah, Franchement, j'imagine pas ce que c'est d'être un soldat vétéran et d'entendre ça. Je pense que ça doit réveiller des cauchemars. C'est troublant. Mais j'ai droit à des jolis spectacles de feux d'artifice depuis ma fenêtre, donc c'est plutôt cool. Franchement, je trouve que c'est une jolie fête. Et je me suis C'est une belle fête, suis jamais vraiment penchée pour mieux comprendre ce que ça représente, etc. Parce que j'ai personne de mon entourage qui célèbre cette fête, mais c'est un truc que je trouve trop beau. Mhm. J'ai l'impression que c'est hyper positif. Je demanderai aux enfants de te raconter parce que ça fait partie des fêtes qu'ils apprennent dès la première année à l'école. Ah, ok. Ici, ouais, je pense que dès la première année de maternelle, on t'enseigne différentes célébrations religieuses, etc. Et ils fêtent tous Diwali à l'école. Ok. Obligé. Fête des Lumières, etc. Ils s'amusent trop. Ok. En dehors de ça, ah non, tu sais quoi, je vais garder ça pour qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment. Wow. Et puis je saute. Sautons. Et je saute le truc que j'allais dire, je le garde pour la fin. Mais oui, en ce moment, j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter, beaucoup de temps sur Pinterest et beaucoup de temps sur Instagram. Donc, autant dire que je suis archi connectée. Wow. Un peu trop connectée. Ouais. Mais ça va, on gère. Genre, tu vois, je suis arrivée à un point où là, tout le monde m'envoie des trucs et je dis, j'ai déjà vu. Ouais. J'en ai déjà parlé il y a une semaine, j'en ai parlé il y a 10 jours, je sais pas de quoi tu me parles, t'es en retard. Tout le monde est en retard. Exactement. Voilà. C'est ça mon quotidien. Oui, à part ça, j'ai regardé un peu de toutes les séries, Love is Blind, tout ça. J'ai regardé la réunion pour les candidats américains. J'ai trouvé ça archi nul. Ouais, elle était archi nulle. Ça fait partie d'une des plus nulles de l'histoire. Tous les sujets un peu intéressants sur lesquels on voulait vraiment parler, on n'en a pas. Je trouve qu'ils ont pas abordé le sujet. Il y a une réunion, là, ils avaient fait où ils avaient été surprenamment bien. Mais je pense qu'ils doivent changer les personnes qui posent des questions aux réunions. J'aimerais bien que ce soit un des mecs de Real Housewives, là, ou je sais pas quoi. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus pertinents. Parce que là... Ouais, en fait, je sais pas pourquoi ils gardent le couple en host pour tout, en fait. Ils ont pas besoin de faire ça. Ça se voit qu'ils sont pas à l'aise sur le côté interview. Ouais, et puis même c'est très mal joué. C'est même un autre couple ancien, je sais pas quoi. Enfin, alors je trouve ça drôle qu'ils aient invité les anciens et qu'ils commencent à inviter les anciens pour participer aux réunions, etc. Mais en vrai, je m'en fiche. Tu vois, c'est sympa d'avoir un Non, mais update, vraiment, je pense que cette fois-ci, ils ont invité les anciens parce qu'il y avait vraiment rien à dire, en fait, sur cette saison. C'était tellement plat qu'il fallait qu'ils rajoutent un petit peu de choses intéressantes et d'inviter des anciens qui ont plu aux gens parce que... Non, mais c'est pas la première fois qu'ils le font, mais en vrai de vrai, il n'y a pas besoin de... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça nul. Et en fait, ce qui est chiant, c'est... Ils ont besoin d'un renouveau, clairement. Il y a un truc qui cloche, là, sur leur franchise. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, de faire le teasing avec les trois personnes de la prochaine saison qui va sortir, t'es là, tu te dis, mais vous croyez que c'est quoi, vous croyez dans Avengers? c'est... Non, mais franchement... J'ai trouvé ça trop bizarre aussi. Je me suis dit, mais c'est des inconnus, en fait. Pourquoi vous ne les montrez comme ça? On s'en fiche. C'est ça. C'est vraiment des inconnus. Et en fait, c'est ça le concept. Le problème, c'est que quand ils sortent plusieurs saisons en même temps, là, il y avait la saison Habibi en même temps, et ben du coup, tu as le côté très explosif de Habibi, où tu vois aussi que c'est la première saison... les premières saisons, elles sont toujours hyper fraîches, je trouve. Et dans Love is Blind Habibi, je regardais, je me dis, mais je comprends pas l'arabe, mais tu sens que c'est chaud. Tu dis, waouh. Oui. Mais t'as remarqué qu'il y avait beaucoup de francophones aussi. Il y a beaucoup de francophones. Parce que même si t'écoutes la version doublée, t'entends aussi la langue originale et beaucoup de francophones. Ouais, franchement, ce podcast, ça va devenir les revues officielles de Love is Blind. Tu vois, ça va être Love is Blind, quoi de neuf. On en parle tout le temps. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Habibi.
Moi aussi. Je trouve que... Mais de toute façon, ça fait partie de mes notes pour cet épisode aussi, donc on va pouvoir y revenir et ça va rentrer dans le thème. Donc si tu veux, on peut commencer tout de suite. Allons-y. Parce que le thème, de toute façon, on a dit que dans cet épisode, on allait parler en particulier d'un sujet dont on n'a pas forcément envie de parler tous les jours, mais qui nous touche directement et qui est un véritable fléau en tant que femme, c'est les violences qui sont faites aux femmes, notamment les violences dans le couple. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il y a plein de choses que je pense qu'on peut déconstruire sur la saison de Habibi, qui montre le rapport de force qu'il peut avoir entre hommes et femmes. Et tu me donnes ton avis, mais moi j'étais un peu choquée de me dire que quand j'ai commencé le premier épisode, je me disais waouh, les Arabes ils sont poétiques, ils sont trop romantiques. Je trouvais que les hommes ils étaient archi romantiques et tout le temps tu sais, en train de te dire ouais, j'aime la poésie, j'aime telle chanson. Le couple qui a commencé à se parler, ils ont tout de suite chanté une chanson ensemble et il a dit waouh, elle a chanté la chanson avec une voix majestueuse, je pense que je suis amoureux. Et j'ai dit waouh. Et autant, ce sont ces mêmes personnes qui sont capables de faire preuve de romance, etc., et de quelque chose de très passionnel, qui te rappellent que passionnel, justement, c'est souvent associé à quelque chose de très négatif aussi. Bien sûr. Et on a vu des comportements qui étaient vraiment effrayants, en fait, sur ce cast, du côté des hommes. Tu vois, je me rappelle plus de leur nom, mais c'est peut-être pas si mal, ils m'ont tellement traumatisée. Mais Simou, par exemple, il m'a vraiment traumatisée dans sa manière d'agir, tu sais. Bien sûr. Il était très posé dans sa manière de parler, mais quand tu regardes son visage, tu sens que c'est quelqu'un, on dirait qu'il est sur le point d'exploser à tout moment. Et il reprenait tous les codes. Quand on parle de red flag, j'aime pas utiliser ce terme spécialement, mais vraiment c'était the embodiment, c'est l'incarnation de certains red flags où tu te dis, les filles, si vous voyez ça, pitié, pitié, courez, c'est pas mignon, il faut s'enfuir. Ouais, en fait, le truc qu'il y a aussi, c'est que souvent quand on parle des violences que certaines femmes peuvent subir dans le couple, c'est que tu dis mais j'aurais jamais pensé qu'il était capable de faire ça. Et c'est ça qui est aussi très flippant et que pour moi je mettrais ces hommes dans le côté de psychopathes. C'est que ce sont des gens qui en société se comportent très bien. Tu sais, il y a pas de... C'est rare des hommes... Enfin, je dirais pas c'est rare parce que j'ai pas de chiffres là-dessus, alors je vais me corriger tout de suite, mais tu vois, t'as des hommes qui, en société, vont bien fonctionner, ils sont hyper charmants, ils sont hyper serviables, ils sont, tu vois, aimants, attendrissants, etc. Donc, tu te dis pas que ce type d'homme peut lever la main sur sa femme. Et quand il switch, tu passes à un truc où tu te dis, mon Dieu, mais qui est cette personne ? Qui est cette personne ? Pour moi, ce sont vraiment des psychopathes. Au sens pur du terme, quoi, parce que je me dis comment tu peux switch, en fait c'est le jour et la nuit, et comme tu le disais dans Love is Blind Habibi, il y avait des, et puis même pas que dans Habibi, mais même dans d'autres franchises, tu le vois en fait, il y a certains trucs où quand toi tu le vois de l'extérieur, tu sens que le type il te dit ah c'est une blague, et tu dis est-ce vraiment une blague ? Vraiment ? C'est ça. C'est vraiment ok, comme je vois que t'as mal réagi, je te dis maintenant que c'est une blague, mais si t'avais bien réagi, en fait, ça aurait fait partie du premier piège que j'installe, en fait, dans notre couple. C'est vraiment comme ça que je le vois. Exactement. Et en fait, ce que moi j'ai trouvé aussi, parce que, comme dans tous les trucs, il y a quand même une vraie différence culturelle. Quand je regarde, je constate toujours les différences culturelles quand je regarde Love is Blind. Là, pour le coup, c'est que, par exemple, t'en as un, je pense qu'il s'appelle Amar, si je dis pas de bêtises. Il commence à parler avec une fille qui s'appelle Karma. Et quand il parle avec elle, elle lui dit qu'elle danse, elle lui dit tout ce qu'il fait. Lui, il était là, ouais, très bien. Mais premier truc qu'il fait quand il sort du pod, c'est il dit aux autres, en fait, j'ai trouvé ma femme, donc quiconque qui est en train de lui parler, là, arrête de lui parler. Arrête tout de suite. De lui parler. Oui. Donc il a brisé toutes ses chances à cette fille. Du coup, alors elle dit, oh mon Dieu, ça montre qu'il sait vraiment ce qu'il veut, machin, etc. Et tout. Moi, de mon côté, j'étais en train de regarder, j'ai dit, il sait vraiment ce qu'il veut, ou il veut juste, il te veut toi, il veut juste t'isoler. Et il ne veut que personne d'autre t'ait parce qu'il a décidé qu'il allait t'avoir.
Et c'est ça, en fait, il te laisse même pas le choix c'est ça. de décider si, voilà, à force de discuter avec toi, est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre avec toi et avec personne d'autre? Non, il te laisse pas le choix, en fait, il a vraiment fermé son piège. Et pour qu'au final, la personne, pour qu'au final, dans leur relation, la raison pour laquelle ils décident de se séparer, c'est une raison qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et tu te dis, mais en fait, c'est... Mais tu sais, ce qui est incroyable, c'est que dès leur première interaction, elle lui dit qu'elle fait de la danse du ventre. Et il a dit, j'aime pas ça. Ouais. Pourquoi t'as continué à parler avec elle alors? Non, mais en fait... Pourquoi vous avez continué? C'est ridicule. Non, mais je pense qu'il s'est dit qu'en tant qu'homme, et comme c'est moi la tête du foyer, etc., c'est moi qui je vais donner le pas et elle va suivre, en fait. Je vais dire A, elle va faire A parce qu'elle va tomber amoureuse de moi, et puis c'est comme ça. Et je me dis... Ouais. Et d'ailleurs, dans cette saison, j'ai beaucoup entendu les hommes dire des choses comme ça, de dire, en tant qu'homme, mais tête du foyer, etc., ma femme ne peut pas faire ci, ma femme ne peut pas faire cela. Je me suis dit, ouh, le choc culturel, il m'a fait très mal à la tête. Non, mais... C'était très difficile d'entendre ça à chaque fois. En fait, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai repensé parce que c'est toujours facile de voir ce qui ne va pas dans les autres cultures. Toujours un peu plus difficile de voir ce qui ne va pas dans sa propre culture, dans son propre entourage. Et je me rends compte que dans notre façon de fonctionner en tant qu'Africain et de surcroît congolaise, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques. Et, oui. Et tu te dis, oh waouh. Il est trop beau, t'as raté là, c'était trop joli. Je voulais pas mec qui soit là. Parce que vraiment, je me dis, oui, ok, tu vois, moi je suis la première à le dire, si on vous a pas dragué en Lingala, on vous a jamais vraiment dragué dans la vie. Parce que les choses qu'on va vous dire, je sais pas si un jour on vous a dragué et on vous a chanté une chanson comme ça, tu vois, genre, on te drague, et puis on commence à te chanter une chanson en mettant ton nom dedans, en faisant des éloges sur toi, tu te dis, mais moi, je suis qui? Je suis qui? Je suis une muse. Je suis vraiment... Je te jure, c'est moi la muse. Et tu te dis... Et puis parfois, c'est hyper bon enfant. J'avais vu ce TikTok et tout d'une nana qui est en train de rentrer dans sa voiture, et en fait, il y a un tonton congolais qui passe et qui commence à la draguer. Et puis, grosso modo, elle lui a dit, bah non, en fait, j'ai quelqu'un dans ma vie. Il dit, non mais vraiment, est-ce que l'homme que tu es, il se rend compte de la femme que tu es? Est-ce que vraiment, il m'arrive à la cheville? Dis-lui. Et il disait, ouais, moi je vais pleurer parce qu'une femme comme toi, elle ne doit pas sortir seule. Elle ne doit pas se errer comme ça. Lui, à sa place, je serai là à côté. Et tu te dis, ah ouais, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Et puis au moment où après tu te dis... Ok, laisse-moi maintenant. Et puis après tu te dis, mais oui, mais si mon gars, il doit toujours être là quand je sors. Si mon gars, il doit toujours, tu vois, contrôler la zone, contrôler à qui je dois parler, contrôler machin, etc. Tu te dis, bon... Tu vois Et même quand t'as pas un gars, il faut que, pour te protéger, il faut que tu fasses miroiter l'idée qu'il y a un homme quelque part. C'est ça. Qui veille sur toi. Exactement. C'est ça qui assure ta protection. Exactement. Et même, tu vois, il y a des comportements qu'on a pu voir chez des tontons, des tantines, où le tonton, il va avoir tendance à monter sa voix, mais lui parler comme si c'était... En fait, vous n'êtes pas une équipe, quoi. C'est genre, moi, je suis le président du club, et toi, t'es un joueur. Donc, tu dis un truc, tu le fais. Toi, t'es un joueur au même titre que les enfants, limite. Exactement. Non, les enfants, ce sont les ramasseurs de balles. Tu vois, il y a une hiérarchie. Et tu te dis, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir? Alors, on a aussi des exemples dans notre entourage, et Dieu merci, de couples qui ne sont pas toxiques. Où tu peux te dire, bah, en fait, j'aimerais bien avoir ce genre de relation où tu sens que c'est un partenariat, mais en tout cas, moi, j'ai assisté à des choses où j'ai vu des hommes, des oncles être violents vis-à-vis de leurs femmes, pas forcément qu'avec les mots, parfois aussi avec les mains. Et dans ces trucs-là, ce qui m'embête aussi, c'est le comportement qu'on peut avoir en tant que femme, en se disant, quand on fait les réunions, où t'entends les tantines dire « Oui, mais là, il était énervé. En même temps, il y avait ça, et ça. Ah, comprends-le, ferme ton cœur et arrange parce que quand même, vous avez des enfants. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ce genre de situation en étant plus jeune. Et c'est vraiment un truc où, quand j'étais en âge d'en parler avec ma mère, parce qu'on a eu une situation avec des proches, je lui ai dit, maman, en fait, quand tu vas parler à tantine une telle,
ne lui dis pas de rester parce qu'il y a les enfants, machin, etc. Je lui dis parce que je suis désolée, je ne veux pas entendre dans les journaux que cette femme a été frappée par son mari à mort. Je ne veux pas entendre dans les journaux que c'était tellement dur. Comment t'arrives à reposer franchement, comment t'arrives à te dire, à avoir la conscience tranquille si ton amie, elle s'est retrouvée dans cette situation après avoir suivi tes conseils de tout pour les enfants. Enfin, c'est scandaleux. Pourquoi on ne donne pas ce conseil à l'homme, justement, de lui dire, mais pour le bien de tes enfants, est-ce que tu peux, s'il te plaît, desserrer les poings ? Est-ce que c'est trop demandé de desserrer tes poings ? C'est scandaleux. Et des fois, j'en veux beaucoup aux femmes qui ont ce genre de réflexion, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et c'est pour ça que je trouve que nos conversations, elles sont trop intéressantes quand on dit s'émanciper. C'est pas s'émanciper et dire fuck tout, fuck la culture, etc. C'est plutôt se remettre en question, en fait, des choses qu'on t'a inculquées pendant des années et qui ont été suivies sur plusieurs générations sans que tu te poses la question de pourquoi, du comment. Et tu vois, si ça se trouve, quand t'as eu cette conversation avec ta mère, elle se rendait même pas compte que ce qu'elle disait, c'était nocif, c'était juste peut-être par habitude. Et quand tu lui as dit ça, ben toi, t'as fait partie des personnes qui vont mettre un terme à un certain cycle, en fait, qui est vicieux. Et elle doit se dire, mais en fait, heureusement, Dieu merci, j'ai ma fille qui est intelligente et qui prend assez de recul sur ces situations pour se rendre compte ce qui est bon dans notre culture et aussi ce qui est à jeter. Parce que ça, c'est aussi un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est que quand tu questionnes les us et coutumes, on part tout de suite du principe que tu veux tout détruire et que tu respectes rien. Alors que justement, si tu aimes ta culture, si tu aimes ton peuple et que tu aimes la famille comme elle est, tu fais tout pour qu'elle survive de génération en génération. C'est pas en créant des codes vicieux et violents que tu vas perpétrer quelque chose, en fait. Non, tu vas juste transmettre des traumatismes de génération en génération. Les gens seront tristes, ils seront malheureux entre eux, ils auront juste une hâte, c'est de se séparer de ces gens dès qu'ils en auront l'occasion. C'est pas une culture, ça, en fait. C'est pas bon. Et ouais, c'est ça. Et surtout que c'est un exemple qu'on transmet aux générations qui suivent. Moi, je peux comprendre, tu vois, il y a une chanson de Billy Abel qui s'appelle Boyaye et que grosso modo dans la chanson elle dit que tout le monde lui a dit que il faut quitter cet homme parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il lui achète pas des belles choses, etc. Et elle dit grosso modo dans la chanson, ben oui, j'ai entendu tellement de choses sur cet homme, mais c'est mon mari, je vais rester avec lui. Et là il est pas violent, tu vois. On lui dit juste de le quitter parce que comment ça, tu n'as qu'un seul pagne pour sortir, tu devrais avoir une panoplie de pagnes, tu devrais avoir une panoplie donc de là, bijoux. vous avez tous l'énergie pour lui dire de partir. Exactement, et là, et toute la chance, c'est elle dit « Oh, moi, je suis fatiguée, qu'on me dise de le quitter, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, etc., etc. » Tu vois. Et en fait, c'est un peu ce truc à 180 degrés où tu te dis ok, bah alors parce que le mec ne te pourrit pas de cadeaux, c'est une assez bonne raison de dire va chercher quelqu'un qui te pourrit de cadeaux. Mais toutes les chansons où il y a des femmes qui se battent pour des hommes, etc., des hommes qui sont un peu violents avec leurs femmes, qui sont un peu envahissants, là non, tout va bien, tu vois. Et combien de fois moi j'ai entendu dans des chansons congolaises, c'est la passion. On est bien, tout ça, je vais venir te voir tout à l'heure. Tu vois la chanson Ousmane Bakoyoko, elle dit oui, je viens te voir tout à l'heure, mais j'espère que je vais pas trouver ma rivale. Je dis mais comment ça, j'espère que je vais pas trouver ma rivale. J'ai dit mais c'est incroyable. Franchement, et, tu sais, c'est les chansons. C'est trop parce qu'on a tous chanté ça en mode waouh, quelle chanson. Les couples dansent dessus. Franchement, au mariage, etc. Tu te dis mais quand on écoute les chansons d'amour congolaises, tu te dis scandaleux. Tu te dis waouh, ça vient du cœur, ça vient du ventre, et tu te dis mais ça chante quand même des problèmes de société qui c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de perpétrer. Et Dieu merci, j'ai une mère à qui je peux parler de certaines choses et je peux lui dire mon point de vue sur certaines choses sans qu'elle me dise « Ah oui, mais t'es trop jeune, tu comprends pas. Ah mais oui, mais c'est parce que t'as grandi en Europe, il y a des choses, t'as pas besoin, machin, etc. » Parce que, en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai grandi en Europe ou que j'ai grandi en Afrique ou que j'ai grandi en Amérique ou en Océanie ou en Asie.
il y a des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour les femmes. Parce que quand on regarde sur tous les continents, en Asie, le traitement que peuvent subir certaines femmes, notamment en Inde, sur le fait qu'elles doivent avoir des wagons qui leur sont réservés pour pouvoir voyager tranquille, et que tu vois dans des vidéos des hommes qui s'incrustent quand même dans les wagons au point où la police arrête les trains et fait descendre les hommes en les tapant. Quand tu as entendu cette histoire de cette médecin qui s'est fait agresser parce qu'elle est sortie de garde, elle est partie se reposer en salle parce qu'elle a fait je ne sais plus combien d'heures de garde, et tous ces hommes qui se sont réunis pour l'agresser, c'est inhumain. Incroyable. C'est inhumain. Et ça, c'est en Asie. Tu vas aux États-Unis, le nombre de femmes qui se font agresser, où on ne les croit pas. On dit, ah mais non, c'est une forceuse, elle veut juste de l'argent, elle veut juste machin. Et si t'as le malheur de vouloir te défendre, etc., c'est toi qui finis en prison. Enfin, Exactement. T'es perdante dans tous les cas, en fait. Exactement. Et puis en Afrique aussi, c'est quelque chose qui est universel. C'est comme si tous les hommes de ce monde, ils s'étaient réunis, ils avaient dit, les femmes sont un sous-peuple, c'est nous les chefs, et elles vont nous subir. Elles vont subir tout. Elles vont tout subir, parce qu'elles sont fortes. Elles vont tout encaisser. Tu sais qu'il y a un compte Twitter qui recense tous les féminicides au Cameroun. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Franchement, chaque jour, t'as une nouvelle et tu te dis, les histoires sont tellement diverses et variées, mais c'est toujours, le seul point commun, c'est qu'il y a toujours un homme. Oui, et dans tous les milieux sociaux. Une écolière qui se fait attraper sur le chemin de l'école, elle meurt. Que ce soit une épouse qui est battue à mort, que ce soit une petite amie, une ex, une fiancée, une passante. Tout le temps. Et c'est toujours une histoire d'un homme qui a juste décidé d'asseoir son pouvoir, tout simplement. Et voilà, de briser la vie des gens. Juste briser la vie des gens. Et dans tous les milieux sociaux, c'est ça qui est vraiment hallucinant. Parce que tu peux te dire, c'est l'apanage du pauvre, parce que il n'a pas d'autre façon d'asseoir son pouvoir qu'en montrant de la force, en mettant sa voix. Mais pas du tout, en fait. Que tu sois au ras des pâquerettes en termes d'argent, ou que tu sois le chef de la bande, c'est pas possible. En fait, moi, je trouve ça complètement hallucinant. Et même là, je regardais une vidéo, et j'ai vu que cet extrait-là. Et j'hésite encore à regarder le truc au complet, parce que je me dis peut-être que je manque de contexte pour comprendre. Et en fait, c'est un mec qui disait que grosso modo, il fait plus d'1m80. Il gagne un salaire à 6 chiffres au mois. Et donc, du coup, forcément, il fait partie du 1% des hommes les plus intéressants pour les femmes. Et que du coup, c'est un catch, quoi. Et qui dit, en fait, voilà, je fais plus d'1m80, genre, dans la piscine d'hommes qu'il y a sur cette terre. Lui est un homme en gros, extraordinaire. Il disait à la fille, tu peux rien me dire, en fait. Parce que moi, je suis vraiment en haut. Je suis le haut du panier. Je suis en haut de la chaîne. Je sais pas de quoi tu me parles. En gros, il disait, c'est moi qui décide, limite. Voilà. J'ai le choix. C'est le haut du panier. Et il faut que les femmes, elles se remettent un petit peu en question, parce qu'elles veulent tous un homme en haut du panier. Mais elles, qu'elles sont, parce que nous autres, les hommes du haut du panier. Et que les femmes ont trop de critères. Et première question. Ces critères-là, c'est pourquoi ? C'est pour un coup d'un soir, ou c'est pour se marier, c'est pour se reproduire, c'est quoi ? Il a juste dit que c'est le haut du panier. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis restée... Il est le haut du panier de quoi, franchement ? Je suis restée sur ma faim, parce que j'ai vu sa partie à lui. J'ai vu la réponse de la fille qui l'a ramassée avec intelligence. En lui disant, mais en fait... Et tu sais quoi ? C'était tellement intelligent qu'il comprenait pas ce qu'elle disait. Il a tout simplement dit, ouais, je comprends pas ce que je disais. Ça n'a pas de rapport. J'ai dit, si, justement, ça a des rapports, parce que je fais partie je connais une fille qui en fait, elle s'en fout que son mec il fasse 1m80. Elle en a rien à cirer. Elle préférerait même un homme petit. Tu vois ? Donc, de se dire que parce que toi, tu as l'impression d'être le haut du panier et que toutes les femmes te veulent, c'est pas vrai. Et en plus, comment elle l'a ramassé en lui disant, non, en fait, un homme, tu vois, tu peux être le leader, mais tu peux être un leader qui lead avec douceur.
tu vois, de faire sentir en sécurité, où la femme, elle sent qu'elle peut s'épanouir dans son couple, etc., etc. Et en fait, c'est des choses, je trouve, qu'on devrait apprendre à l'école. Je trouve que dans tous les systèmes scolaires, il y a des failles. Quand moi j'étais plus jeune, on disait oui, l'éducation sexuelle c'est hyper important, on doit apprendre aux enfants à utiliser les préservatifs, etc. Et je me rends compte aujourd'hui, parce que quand je parle avec des hommes de mon entourage, où on a à peu près le même âge, et qui te disent que oh oui, j'aime pas sentir le plastique. Ok, t'aimes pas sentir le plastique, j'entends. On va se battre alors. J'ai dit, mais en vrai, si tu n'aimes pas sentir le plastique, entre sentir du plastique pendant X minutes de plaisir et prendre des médicaments à vie, qu'est-ce que tu préfères ? Ah, non, mais de toute façon, moi je suis sain, je fais attention. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, mais toi, en tant qu'homme, tu vas te faire tester combien de fois pour t'assurer que tu es sain ? Combien de fois tu te mets à risque, en fait ? Et... Ouh là là, Néné, en plus, je me rappelle, j'avais une discussion comme ça au travail, où on parlait de quand tu dois faire ton frottis, etc. Je crois que c'est une fois par an, ou je sais plus, une fois tous les 2 ans ici, que tu dois faire ton frottis. Et en gros, je disais à une collègue, quand ils m'ont fait mon frottis, j'ai demandé aussi un bilan pour toutes les IST, etc., MST. Et ma collègue, elle m'a dit « Ooh, someone's been naughty !» Et je lui ai dit « Non, je suis juste quelqu'un qui n'a pas une confiance aveugle et qui réalise que ce monde est cruel. Bien sûr. On est à l'abri de rien. Exactement. Enfin, avec toutes les histoires que je lis tout le temps sur Internet, et que vous soyez mariés depuis 25 ans, faites vos tests. Exactement. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Exactement. Et puis parce que, tu vois, tu peux te laisser déborder une fois. Tu vois, on n'est pas à l'abri. Dans le feu de l'action, tu oublies un truc, mais c'est le truc que tu vas oublier qui va te causer ta perte, tu vois. Et je me dis, il y a des choses... Oui, mais je l'ai entendu combien de fois, des histoires comme ça, de gens qui se séparent parce que t'apprends que... Oh, j'ai chopé chlamydia, machin, des trucs comme ça. Et, et des deux côtés, on dit non, moi j'ai rien fait. C'est pas moi. Mais attends. Mais c'est pas venu se poser donc, sur toi comme ça, dans ton sommeil. Genre, hey, non, mais vraiment, la chlamydia est rentrée dans la chambre, elle a dit laissez-moi. Bad joke. Non, mais vraiment. Non, mais c'est. Je veux bien vous penser que chacun pense que son couple est super, etc. On est serein, on est en sécurité, etc. Mais on est à l'abri de rien. Exactement. Vraiment. Donc moi, je préférerais prévenir que guérir. Et j'avais eu ce gros débat avec mes collègues. Au final, elles étaient toutes d'accord avec moi. Je leur ai dit, faites un test, on sait jamais. Limite, j'ai mis un peu de stress dans la tête de tout le monde. Mais moi, je préfère fonctionner avec un minimum de stress, mais qui va me permettre de rester en santé, plutôt que d'être complètement inconsciente et de me dire, oh, mais ça va aller, quoi. Parce que tu vois, ça fait partie de ces choses où je me dis, à l'école, on va nous apprendre l'histoire de France depuis les années Get Up. On va nous apprendre la géographie du monde. On va nous apprendre à faire des probabilités comme si tout le monde va devenir mathématicien. On va t'apprendre à conjuguer en français, à faire des dictées, etc. On t'apprend toutes ces choses-là qui, en soi, même si tu veux pas devenir mathématicien, comprendre le principe des probabilités, ça peut t'aider dans plein d'aspects de ta vie. Maintenant, on nous a fait des cours d'éducation civique. Moi, quand j'ai fait mes cours d'éducation civique, ça m'a fait comprendre l'importance du vote et de comprendre la politique, etc. Quand j'ai regardé les cours d'éducation civique de mes petits cousins avec qui on a plus de 10 ans d'écart, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai appris à l'école. Je dis, je comprends pas. Et donc, j'ai l'impression que c'est de plus en plus étroit, alors que ça devrait s'élargir, en fait, comme cours. Tu vois, ça devrait être tout le contraire. Toutes les réformes, machin, etc. Je dis, ok, donc il y a ça. Mais ils n'ont pas de cours d'éducation sexuelle, ils en ont plus. Moi, j'ajouterais, tu sais, les cours de gestion financière. Pourquoi c'est important de régler ses factures ? Tout ça, ça devrait rentrer dans le civisme. Parce que civisme, ça veut dire qu'on t'apprend à être un bon citoyen. C'est ça, l'éducation civique. Exactement. C'est pas juste une éducation à la vie politique, à comment fonctionne le gouvernement, normalement. Mais exactement. Donc c'est pour ça que je me dis, ça devrait s'élargir beaucoup plus. Et je suis d'accord avec toi, éducation financière, je mettrais clairement dedans. Et surtout que, en fait, on n'est pas du tout avec le même départ. On n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des parents qui leur ont inculqué les choses et qui leur ont expliqué et que ça s'explique de génération en génération. Et puis il y en a certains dont les parents, ils vont juste te dire économiser. Oui, mais économiser pourquoi ? En fait, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Parce que tu vois, aux États-Unis, quand on te dit build up your credit, tu sais que, en fait, en fonction de ton credit score, tu auras accès à certaines choses. Mais comme ils grandissent avec ça en tête, c'est un peu une obsession de se dire que, en fait, si j'ai envie de faire ça dans ma vie, je dois avoir un credit score qui est au-delà de 700.
et bah toute leur vie ils font en sorte que waouh, faut que mon credit score il soit au-dessus de 700, faut machin, tu vois. Alors c'est pas toujours bon, mais ce que je veux dire, c'est que de comprendre en fait comment ça fonctionne ces choses-là, parce que sauf si tu te retrouves face à une situation un peu délicate, il y a des choses auxquelles tu prêtes pas attention et c'est normal. De la même façon, l'éducation pour les jeunes filles sur la santé féminine, l'hygiène féminine, c'est hyper important. Parce que t'as des nanas qui vont se décaper quand elles vont se laver, etc. en disant mais c'est pas censé sentir ça, c'est pas censé sentir ça. Mais tu dis bah si en fait, parce que tu te détruis la flore vaginale. Et ça va même... Et franchement, des fois, les gens ont peur en fait de ce qu'on va leur apprendre, mais des fois c'est des choses très basiques. Tu sais, c'est tout bête, mais moi, la première fois que j'ai mis un tampon, j'étais pas chez moi. J'étais adolescente, mais j'avais découché. Et j'étais à une fête. Et c'est une fille qui avait peut-être, je sais même plus quel âge j'avais, je devais avoir 14 ans, et c'est une fille de 16 ans qui m'a dit « Je vais te passer des tampons parce que c'est tout ce que j'ai. » Et elle m'a bien expliqué comment ça se mettait. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui ne savent même pas comment mettre un tampon, le nombre de choses qu'on doit apprendre à faire nous-mêmes, genre, je vais découvrir. Et oui, voilà, on va voir ce qui se passe. Et surtout, c'est quelqu'un de si c'est au bon endroit, tant mieux. C'est super dangereux. Ouais. Quelque chose d'extérieur que tu vas mettre à l'intérieur, tu ne sais pas comment faire. Même ça, c'est pas enseigné. Exactement. Et même par rapport aux violences conjugales, là, c'est vrai que pendant le confinement, je pense que ça a révélé beaucoup de choses. Bonnes comme mauvaises. Mais t'as des femmes qui, en fait... Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne se supportaient pas. Parce que il y avait... en fait, le fait d'être à la maison, vous voyez vite fait le matin, chacun va faire sa journée de travail, vous voyez vite fait le soir, vous n'avez pas le temps de vous rendre compte que vous ne vous supportez pas. Mais le fait d'être enfermé dans la même maison, je pense que le niveau de violence que certaines femmes ont subi est monté très très haut. Moi, je me souviens, mon appart au-dessus, tous les jours, j'entendais des hurlements. Tous les jours. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait. J'ai dit, soit... c'est parce qu'ils écoutent très très fort, mais parce qu'en vrai de vrai, moi, j'étais jamais chez moi. Donc là, le premier mois, j'étais là, je me disais, tiens, c'est bizarre, ils font vraiment beaucoup de bruit là-haut. Ils font vraiment beaucoup de bruit. Et tu te dis, bah, est-ce que je dois appeler la police ? Est-ce que machin, etc. En fait, ils avaient un enfant en bas âge qui était très turbulent. Donc t'entendais des petits pas, des petits machins, t'entendais... Mais c'est pas... t'arrives pas à distinguer, en fait. T'arrives pas à distinguer et tout. Et en fait, je pense qu'il y a un voisin qui a appelé la police, etc. Et puis finalement, c'est vraiment parce que l'enfant était vraiment turbulent et que les parents, en fait, ils criaient tout le temps sur l'enfant, quoi. Mais comme t'as deux parents qui crient, t'entends des petits pas, tu peux pas savoir si c'est les parents qui s'engueulent et l'enfant va s'enfuir pour se protéger, ou est-ce que c'est les parents qui crient sur l'enfant, parce que tu te distingues rien, t'entends juste des... Tu vois ? C'est horrible. Et en fait, c'est ce que je trouve insupportable en fait avec cette situation-là, c'est que ça en revient toujours aux hommes. Si t'es pas avec un homme, tu peux pas aller toquer à la porte de ces gens et voir si tout va bien. Exactement. Parce que potentiellement, tu te mets en danger aussi. Exactement. Et je sais qu'il y a un appartement où quand j'étais encore en France, on vivait avec mon mari, et on avait des voisins aussi, et on partageait un mur, quoi. On était sur le même étage. On partageait un mur, et en fait, un jour, on les entendait crier, et à un moment donné, on a entendu un boum contre le mur commun, tu vois. Et moi, j'étais en panique. Je me disais, je peux pas aller toquer là-bas parce que je sais pas dans quel état le mec est. Je sais pas s'il est armé, je sais pas à quel point il est violent, si c'est juste une violence sur sa personne, etc. Et j'étais en train de dire, je vais appeler la police, etc. Et au final, ce jour-là, il y avait mon mari à la maison et un de ses amis, et eux sont partis toquer, parce qu'ils se sont dit, oh, on est des bonhommes, on va les toquer, etc. Mais en fait, tu sais, c'est tellement bête, mais j'aurais été toute seule, je sais pas quel courage j'aurais réussi à avoir pour toquer à la porte. Ça m'aurait tellement fait peur, mais eux ont réussi à y aller, et c'est toujours le même... Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impunité et d'impuissance. Parce qu'ils sont partis toquer. On demande qu'est-ce qui se passe. Et t'as le schéma classique, en fait, de la personne qui est violentée. C'est elle-même qui vient le défendre. Ouais, c'est ça. Et qui dit non, c'est rien et tout, vous en occupez pas, etc. Et le gars, il est en mode, genre, prêt à s'énerver contre tout le monde. Genre, ouais, pourquoi tu viens sonner ici et tout, c'est pas tes affaires. Et elle vient, elle dit, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon.
t'inquiète, laisse, je gère, etc. C'est mon gars, on se connaît. Et puis ça referme la porte. Comme si de rien n'était. Et j'ai vu... Franchement, c'est horrible. J'ai vu aussi toutes les applications qu'il peut avoir, des choses qui ont été mises en place, en fait, des symboles, des signes ou des choses comme ça. Tu vois, toi qui es en Angleterre, apparemment, si tu vas quelque part et que tu demandes est-ce que Angela est là, c'est pour signifier que tu es victime de violence. Et je me dis, mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tout le monde sait et dont tout le monde a conscience? Parce que tu sais, il y a beaucoup de choses où on dit, ouais, TikTok, les réseaux, ça balance des trucs, mais les gens sont pas vraiment informés. Mais mine de rien, ça a quand même une portée où tu te... J'ai vu pas mal de publicités dessus, oui, c'est vrai. Tu vois, en Espagne, il y avait le truc, genre, de demander le masque 19. Tu vas à la pharmacie, tu dis, j'aurais besoin d'un masque 19 pour que les gens comprennent qu'en fait, t'es victime de violence, etc. En France, ils ont fait une application, etc. Et ce que je trouve toujours un peu délicat, tu sais, quand tu fais une application, tu sais pas à quel point tu as le temps d'utiliser cette application pour montrer que tu vois que tu es victime de violence. Après, il y a toujours ton entourage, il y a toujours le fait d'aller à la pharmacie, mais tu sais, il y a des trucs stratégiques qu'il faut mettre en place. Tu vois, moi, je me dis maintenant, plus je vieillis, je me dis, je préfère avoir un nom de code ou un mot, tu vois, que tu utilises peut-être jamais, mais une phrase, tu vois, genre, le potimarron était bleu. Truc qui fait aucun sens, tu vois, mais... Ou quelque chose, tu... Oui, qui fait aucun sens, mais quelque chose. Tu vois, quelque chose... Littéralement, comme tu dis, il te faut quelque chose. Oui. Où tu en parles à ton entourage et tu dis, en fait, ça sera le code. Et si un jour, je vous envoie ce texto... Je vous envoie cet appel, parce qu'il faut que ça se fonde dans une conversation, il ne faut pas que ça alerte, parce que ce qui en plus, ce que je trouve très dérangeant, c'est que tu veux alerter, mais en alertant, tu dois faire attention, parce que si on t'attrape en train d'alerter, c'est là où ta vie elle est encore plus mise en danger. Ben c'est ça peut être mortel, ça peut être fatal. Et ça, c'est... Il y a vraiment un truc que j'aimerais aussi, un truc sur lequel j'aimerais aussi beaucoup insister, c'est que tu vois, par exemple, l'histoire que je te raconte où la femme a défendu son gars, et ben, une fois qu'elle l'a défendu, moi, je suis encore sous le choc parce que je me dis, bon, ok, ce soir, on a réussi à empêcher une bagarre qui aurait pu être fatale, ils se sont arrêtés là, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Mais les hommes, en général, ils vont se dire, purée, tu vois, tu veux aider les gens, et c'est elle qui t'envoie chier. Non, mais franchement. Et en fait... Je pense qu'il y a aussi un gros travail qu'on doit faire aussi à apprendre à comprendre ce que c'est d'être une victime et ce que c'est d'être sous une emprise. Parce que là, on parle juste de violence physique, mais il y a plein de choses autour qui font qu'une personne, elle peut se retrouver complètement piégée et elle n'arrive pas à partir. Admettons que c'est une personne qui financièrement est complètement dépendante. Exactement. Ça veut dire que même si elle décide de partir, c'est quelque chose qui doit se mettre en place sur des mois. Et pendant tous ces mois, pendant que tu es en train d'essayer de mettre en place quelque chose, tu dois t'assurer que ton bourreau ne le voit pas. Exactement. Parce que tu partages littéralement un lit avec, tu partages un foyer avec. Exactement. Donc toutes ces petites choses, c'est vraiment effrayant. Et à chaque fois, je réfléchis à tout ça et je cherche toujours des informations de qu'est-ce que tu dois faire en fait si tu es face à une victime. Si c'est une personne que tu connais par exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont dire... moi j'ai essayé de faire comprendre à cette personne qu'il fallait qu'elle parte, elle veut pas comprendre, je sais pas quoi lui dire, moi c'est bon, j'abandonne, je passe à autre chose, c'est son problème. Alors qu'en vérité, des spécialistes te diront, enfin quand je dis des spécialistes, je veux dire les psychologues, etc., te diront que justement une personne qui est dans ces violences, c'est une personne qui est isolée d'office. Parce que personne ne comprend ce qu'elle vit, personne ne vit ce qu'elle vit, personne ne comprend. Donc lui dire tu dois partir, cette personne elle le sait. Elle sait qu'elle doit partir, mais elle est paralysée en fait. Elle est juste paralysée parce qu'il y a eu tout un travail psychologique qui a été fait pour que toute sa personnalité, toute sa combativité en fait meure. Et elle se retrouve juste paralysée en se disant en fait moi tout ce que je veux chaque jour c'est m'assurer qu'on ne violente pas. Et ça s'arrête là. Donc dire à une personne, je t'ai déjà dit tout ça et t'écoutes pas, écoute c'est ton problème, elle va encore plus s'isoler. Elle va se dire bah voilà, personne ne me comprend et je vaux rien et tout ce que cette personne me dit, enfin tout ce que son partenaire lui dit de négatif, elle va le croire encore plus parce que même les personnes qui te connaissent et qui étaient censées t'aider abandonnent. Donc je sais que c'est une position très difficile à tenir, mais je voulais juste insister sur le fait que la pire chose à faire quand vous savez que quelqu'un est dans cette situation, c'est de la laisser en fait. Exactement. Il faut vraiment en fait que cette personne garde en tête
qu'il y a toujours de l'espoir dehors, en fait. Il faut toujours qu'elle se dise qu'il y a quelque chose, il y a une lueur d'espoir de l'autre côté, et que si jamais elle se décide à partir, il y aura la possibilité qu'elle soit aidée par quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça le plus gros problème, en fait. C'est pas juste de réaliser que la personne est mauvaise, c'est se dire, ok, elle est mauvaise. Maintenant, moi, je décide de partir, qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve à la rue ? Exactement. Je me retrouve à la rue parce que j'ai voulu fuir. Enfin, c'est facile de dire que c'est compliqué, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière aussi. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que les personnes qui ont besoin d'aide et qui se retrouvent dans ce genre de situation n'ont pas toujours un profil de victime. Parce que ce qui est aussi difficile, c'est de... Oui. Tu te fais malgré... je pense que c'est malgré nous. Quand on nous expose une situation, on imagine toujours le type de personne à qui ça peut arriver. Et en fait, il y a des personnes, elles sont pas du tout sur un profil de victime. Je vais partager une expérience qui est très très personnelle et je vais pas donner trop d'informations parce que c'est pas du tout mon histoire, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a mis face aux violences faites aux femmes d'une façon que j'aurais pas imaginée. En fait, j'ai connu une personne dans ma vie qui a été assassinée. Il n'y a pas d'autre terme, par un de ses anciens compagnons, qui, quand tu le croises, c'est une personne tout à fait charmante. Tu ne pourrais jamais penser qu'il serait capable de faire ça. Et surtout, quand tu connais le métier de la personne, tu te dis, ça me fait très, 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 très peur pour les personnes qu'il a dû côtoyer, les hommes qu'il a dû côtoyer, parce qu'il était dans une position où il pouvait distiller des conseils à des personnes de façon très, très étendue, on va dire. Et tu sais, un peu comme un grand frère qui donne des conseils à la jeune génération, et la jeune génération va réappliquer les conseils qui ne sont pas forcément de bons conseils. Mais c'était pas ça son métier, hein, mais grosso modo, son métier fait qu'il pouvait faire ce genre de choses. Et en fait, cette femme qui s'est retrouvée, a été victime d'un féminicide. Et ce qui est très perturbant, c'est que je me souviens que c'était en janvier, et qu'elle était déjà le 20e de l'année. Et tu te dis, mais comment le chiffre peut être aussi haut en si peu de temps ? Et tout a été très très vite. Et quand je vous dis que c'est un ancien compagnon, c'est pas le compagnon avec qui elle partageait sa vie, c'était un ex. Donc elle avait refait sa vie, elle avait, tu vois, elle compte machin. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas supporté qu'elle lui dise non, c'est quelqu'un qui n'a pas supporté qu'elle refasse sa vie et qui a prémédité, prémédité son geste. Et je me dis, parce que pour moi, dans le féminicide, il y avait cette portée de ça a débordé. Tu sais, on est en train de s'engueuler, machin, je t'ai poussé, pouf, t'es mal tombé. Il y avait beaucoup cet aspect genre... le côté accidentel au cours de quelque chose, et voilà, il y a une malheureuse conséquence. Voilà, et là, mais non. Et là, tu te dis, en fait, c'était prémédité, ça a été du harcèlement pendant des mois, qu'elle a très bien caché. Tu pouvais pas, en fait, imaginer que ça pouvait lui arriver. Parce que elle a pas du tout le profil d'une victime. Pas du tout. Et après, tu te rends compte que elle a mis énormément de choses en place pour se protéger, mais c'était pas assez. C'était pas assez parce que, comme ils disent en anglais, when there is a will, there is a way. Et en fait, lui, il avait comme volonté de détruire. Il a trouvé le moyen de la détruire. Donc quand ça arrive comme ça, ce qui me fait vraiment mal, c'est le côté de la justice, en fait. On nous dit, je sais pas moi, tu fais une main courante, tu vas déposer plainte, tu donnes des preuves, tu fais ceci, tu fais cela. Et malheureusement, en fait, tant qu'une personne ne passe pas à l'acte, dans ces cas de figure, on peut jamais les arrêter. C'est très difficile. Et en fait, le truc, c'est que, bon, après, cette personne a été arrêtée, mais l'histoire est rocambolesque. C'est un truc, tu vois ça à la télé, en fait. C'est pas un truc de la vraie vie. Et moi qui regarde New York Unité Spéciale depuis des années,
tu te dis, cette histoire, elle a tout à fait sa place dans New York Unité Spéciale. Et c'est un truc où je me dis, là, le procès a eu lieu, les sanctions ont été rendues, mais même ça a été très très long. Donc pour les familles, pour en fait tous les gens que ça impacte dans sa vie, parce que moi je connaissais cette personne, mais je pense aux personnes qui partageaient son quotidien, parce qu'il n'y a pas que elle, il y a eu des dommages collatéraux. Et en fait, quand tu connais l'histoire, comment ça s'est passé, que tu vois les trucs, tu te dis, mais jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie, quelque chose comme ça peut arriver. Tu vois, ça fait plusieurs années que ça s'est passé. Déjà, je suis quelqu'un qui suis très, très méfiante vis-à-vis des hommes. Et même si je suis toute petite, dans ma tête, je fais 2 mètres. Donc, dans la rue, tu vas voir un mec qui va commencer à agresser une nana. Je vais être la première à faire du bruit, à dire « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites ?» Comme si j'oublie que moi, en fait, une pichenette, je m'envole. Mais en même temps, si tu fais pas ça, en fait, il y a personne en fait qui va autour se bouger. Il suffit parfois juste d'une personne qui commence pour que les autres se mettent en marche. Tu veux pas forcément être la première personne, en fait. Et c'est vraiment... en fait, ça change toute ta perspective sur un sujet sur lequel tu pensais avoir des idées assez claires. Et donc, ça change toute ta perspective, ça change toute ta façon de te comporter et ta façon de te déplacer. Ta façon de réagir, t'as un instinct de survie qui est différent, je trouve. T'es sur tes gardes en permanence, quoi. T'es vraiment sur tes gardes en permanence. Et quand tu sais que... C'est la personne à qui à qui t'as fait confiance à un moment donné de ta vie. Et même si tu reconnais plus cette personne, tu comprends que là, en fait, on est dans une situation où on ne peut plus aller de l'avant, machin, etc. Parce que parfois, tu te dis, j'ai été dans une situation difficile, je me suis séparée de cette personne, c'est bon, ça suffit. Je me suis protégée, c'est bon, je suis partie, j'ai déménagé, tu peux changer de ville, numéro, etc. J'ai changé beaucoup de choses, mais c'était pas assez. Parce que tu te dis, le fait de partir, c'est ça qui m'a protégée, mais c'est aussi ça peut-être qui a causé ta perte. Et ça, tu sais pas. C'est vraiment difficile. C'est horrible de se dire que peu importe, en fait, malheureusement, tu peux prendre des risques calculés ou prendre des décisions qui sont très précises justement pour te protéger, mais on n'est pas dans la tête de ces gens. Et comme tu l'as dit au début de cet épisode, on parle de personnes sociopathes. Oui. En fait. Donc tu peux pas réfléchir à leur place, tu sais pas à quel moment il y a quelque chose qui saute en toi et qui dit c'est à moi de prendre sa vie. C'est impossible de réfléchir comme ça, en fait. Et ce que tu dis, ça me rappelle que depuis qu'on est ado, j'ai une de mes sœurs qui disait toujours qu'elle allait pas se marier. Et en fait, c'est vraiment c'est spécial parce qu'on a vraiment grandi avec ce truc de... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ça. C'est pendant toute notre adolescence, enfance, il n'y a pas une saison qui se passe sans que tu ailles à un mariage avec toute ta famille. Et après, il y a toujours une tantine pour dire un jour ce sera toi, un jour tu feras ça, etc. Et moi, ma sœur, elle a toujours été catégorique, elle disait toujours la même chose. Elle disait me marier pour que mon mari m'assassine. Non, merci. Et elle rigolait, et elle partait. Et elle a toujours dit ça, et j'ai toujours trouvé ça tellement cynique. Mais ma sœur, pour le coup, elle regardait les infos beaucoup plus que moi. Quand on était plus petite, et elle me le disait à chaque fois. Elle me disait, je suis désolée, moi quand j'entends les histoires, parce que bon, il n'y a pas eu de meurtre, etc. dans notre famille ou dans notre entourage, mais elle me dit, il suffit juste d'entendre les problèmes entre grosses guillemets de couple qu'il y a dans nos familles, regarder les infos, regarder les différentes fictions qu'on nous fait, etc. Elle dit, mais pourquoi je vais aller mettre ma confiance aveugle en un homme, aller m'allonger dans le lit le soir, en sachant que c'est lui qui serait capable de m'assassiner. Et à chaque fois, elle me martelait ça, et je pense que ça fait que depuis très très jeune, je peux pas avoir confiance en elle, parce que ma sœur, elle m'a vraiment inculqué ce truc, et c'est triste de devoir en arriver là. Mais c'est pour ça que ça me fait rire jaune quand... en Big 2024, il y a des personnes qui te disent, dans le cadre du dating, on va te dire, mais il faut faire plus d'efforts pour ton couple, il faut baisser tes critères, il faut faire ceci, etc. Je me dis, en fait, juste le fait d'être une femme qui respire le même air qu'un homme, et en plus de surcroît d'être une femme hétéro,
c'est assez de risques comme ça en fait. On est déjà perdantes, on est déjà vraiment des perdantes. Alors si en plus, au-dessus de tout ça, au-dessus de tous ces risques, vous voulez me faire croire que c'est à moi en plus de commencer à réfléchir à comment faire pour sécuriser un homme, comment faire pour m'assurer que le couple fonctionne, etc. On est vraiment dans un film. Là, vous êtes vraiment en train d'halluciner tous collectivement. Ouais. C'est pas possible de nous demander tout ça. C'est dans toutes les strates de la société. Là, moi, j'ai encore vu ça il y a une semaine ou deux. Quand je rentrais, il y a une femme qui était sans abri. Et donc, ils étaient là en train de boire de l'alcool, etc. Et soudainement, il y a un des hommes qui s'est levé, qui a commencé à l'agresser verbalement. Et tu sais, la posture de quelqu'un qui s'approche de toi, de genre, mais je vais te défoncer. Et là, tu vois ça, tu te dis, mais mon Dieu, quoi. C'est pas comme s'il était tard ou quoi que ce soit, il devait être 18h. Et il y avait du passage. Néné, tu sais, c'est quoi les statistiques sur les SDF ? Non. Après une année de vie à la rue, 100% des femmes SDF ont été victimes d'un viol. Non. 100% des nés. Et même des femmes qui se sont retrouvées à la rue, qui ont témoigné qu'elles ont été victimes d'un viol, en présence de leurs enfants, en présence d'un partenaire, peu importe. 100% au bout d'un an dans la rue. C'est incroyable. Et tu vois, ça, c'est le truc où je passe, je vois le mec qui commence à s'approcher, qui commence à vouloir crier, etc. Et là, il y a un mec qui dit « Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Et le mec s'est calmé, il est parti. Mais tu te dis, il suffit d'une personne pour parler, pour dire que, en fait, il faut pas... Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, en fait, de parler, mais combien de vidéos on a vu de personnes qui ont été victimes de frotteurs dans les métros, où les gens, ils se sont tous révoltés, le mec, il a eu honte, enfin... C'est comme la vidéo des gens qui étaient en train de voler dans le métro, et il y a tout le wagon qui s'est révolté, parce que la honte doit changer de camp. Même là, avec le procès Pellico qui est en cours, où tu te rends compte que les personnes disent « Bah non, moi je veux pas être qualifiée de violeur parce que je suis pas un violeur. » Et que... Ouais, mais c'est pas à toi de décider, je te jure, ils sont trop drôles. Et les avocats de la défense qui disent « Oh non, mais c'est bon, on va arrêter de diffuser leurs noms, les visages, on va arrêter de montrer les trucs, il faut que ce soit un procès à huis clos, c'est bon, on a assez vu de trucs. » Tu dis « Bah non, en fait. » Parce que tu peux pas faire une connerie et après te dire « Oh oui, mais quand même, on a compris que j'ai fait une connerie, ça va. Hein, on n'a pas besoin de voir les preuves, c'est bon. » Tu vois, il y a des... En fait, tant qu'on n'aura pas véritablement instauré une éducation solide là-dessus, autant chez les femmes que chez les hommes, et surtout, tant qu'on n'aura pas collectivement décidé en fait que l'impunité, ça n'existe pas, on ne pourra pas avancer. Ouais. Parce que comme tu le dis, en fait, les histoires de frotteurs dans le métro, etc., en fait, c'est l'impunité qui faisait qu'ils continuaient à faire ça. Exactement. Parce qu'avant, tu pouvais être victime d'un frotteur dans un espace bondé, personne va broncher parce que c'est bon, on va pas perturber nos journées pour si peu. Alors que si aujourd'hui on décide tous collectivement en fait qu'au moindre truc, c'est toi qui vas être ostracisé, c'est toi qu'on va rejeter de nos familles, de nos cercles, etc. Même là, quand on parle de violence dans le couple, etc., dans nos familles, si on décide que la personne qui a levé la main ne serait-ce qu'une fois, on décide qu'elle est fautive et elle n'est plus la bienvenue dans aucun foyer, je t'assure que c'est déjà un bon début. Exactement. Parce qu'on parle de toutes ces discussions qu'on a eues, on a vu nos parents faire des réunions de famille, faire des réunions de couple, des interventions, etc. Mais quand ils font des interventions, ils parlent aux deux personnes comme si c'était un problème entre eux, alors qu'on parle clairement du problème d'une seule personne. Et cette personne est toujours la bienvenue dans ta maison. Donc c'est tout ça, en fait, le sentiment d'impunité, je trouve qu'il est beaucoup trop grand. Et je trouve que, on va dire que je suis peut-être trop radicale, mais je trouve que les hommes n'ont pas assez souffert, en fait, là-dessus. Ouais, et tant qu'on n'aura pas réglé cet angle-là, en fait, j'arrive pas à avoir d'espoir dans cette conversation. Et moi, de mon côté, en tant que femme adulte, comme j'aime beaucoup le dire à mes proches, j'ai pas l'énergie d'éduquer des adultes. J'ai l'énergie pour les enfants. Mais tout ce qui est de nos parents, nos oncles, etc., j'ai pas, nos oncles, nos tantes, j'ai pas l'énergie de les éduquer parce que je me dis, ils sont plus proches de la fin que du début. Et malheureusement, c'est peut-être très dur de dire ça comme ça, mais malheureusement, je préfère me concentrer sur la génération d'après, mes neveux, mes nièces, mes petits cousins, mes petites cousines, qui sont la société de demain.
je préfère mettre mon énergie là-bas. Mais en tant qu'adulte, ce que moi je fais, c'est que si je suis témoin d'un comportement que je ne conçois pas, que je n'admets pas, que je n'accepte pas, et que je trouve qu'il est réprochable, je vais le dire. Alors bien sûr, je suis l'enfant impoli, mais cette personne n'est pas la bienvenue chez moi. J'ai coupé les ponts avec combien de personnes de ma famille ? Et aujourd'hui, tu sais... Et franchement, quitte à être l'enfant impoli, je préfère être l'enfant impoli qui au moins protège son cercle, vraiment. C'est ça. Et même, tu vois, le côté de... Parce qu'au début, par exemple, quand j'en parlais avec ma mère, elle comprenait pas certaines choses. Elle me disait, oui, mais ça reste que machin. J'ai dit, non, en fait, j'ai le choix d'avoir une certaine énergie autour de moi. Cette personne-là ne va pas faire du bien à mon énergie. J'en veux pas. J'ai dit, il y a des gens que je vais accepter de côtoyer parce que je suis dans votre maison et que c'est pas moi qui fais les règles. Mais à partir du moment où je suis chez moi, il y a des gens qui ne passent pas la porte de chez moi. Ils n'ont même pas besoin de savoir où est-ce que j'habite parce que c'est pas une énergie que j'ai envie d'avoir dans mon univers. C'est quelque chose que je ne veux pas. Et donc, tu as des gens après qui vont te voir, ils vont te croiser, ils vont dire « Oh, mais toi, on te voit plus, machin, t'es là, ouais. » Et c'est très bien comme ça. J'ai dit je travaille beaucoup. Tu vois, pour la petite anecdote, j'ai un de mes oncles, c'est pas aussi grave, c'est pas un homme violent, etc. Mais sur plusieurs fois, sur des années, il a fait des trucs où je me suis dit, en fait, non, vraiment, j'ai pas envie. Donc, je ne suis pas impolie, on se croise dans des événements familiaux, bonjour, au revoir, mais ça s'arrête là. Mais ce grand-papa a pris son téléphone pour appeler ma mère en me disant « Mais ta fille, elle a un problème avec moi, il fait en sorte qu'on se voit, que je puisse lui parler, etc. » Ma mère, elle lui a répondu « Mais appelle-la. » J'attends encore son appel. Son appel. Et comme je l'ai dit à plusieurs... Ça, c'est le cirque. Vraiment, c'est le cirque. Non, mais vraiment. Et j'ai pas l'énergie pour ça. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, quand j'ai revu cette vidéo de Tom Holland qui disait, en fait... grosso modo, si on a un problème et que tu n'as pas mon numéro de téléphone pour m'appeler, c'est qu'on ne se connaît pas assez bien pour qu'on ait un problème. Et c'est vraiment comme ça que Parce que toutes les personnes, là, si vous avez quelque chose à me dire, mais appelez-moi, mon numéro, il n'est pas sur liste rouge. Et les membres de la famille, ça fait 15 ans que j'ai le même numéro de téléphone. Peut-être même plus. Donc si vraiment vous avez envie, mais en plus de vouloir mettre les parents dedans, parce que ce qui est très difficile aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'adulte à adulte. Je peux comprendre quand t'as 15 ans, quand t'as 20 ans, t'es encore jeune, mais j'ai 30 ans passés. Ouais, non, c'est bon. Je suis une vraie adulte. Mais tu sais, c'est vraiment important ce que tu dis sur le fait de choisir qui tu vas éduquer. Parce que l'autre fois, j'ai eu une conversation comme ça avec une amie. Je sais que c'est super glauque à raconter, mais... Vraiment, notre amitié, elle s'est renforcée sur le fait de partager des violences qu'on a chacune connues. C'est horrible, mais vraiment, ça nous a rapprochés. Et en gros, je lui disais... tu sais, c'est toujours les mêmes choses, en fait. On parle de l'actualité, etc. Et elle me dit... On parle un peu de désespoir, tu vois, par rapport aux violences faites aux femmes, etc. Et je lui ai demandé comment ça s'est passé pour toi, parce qu'on est toutes les deux en couple. Je lui ai dit savoir que t'as vécu des violences, donc t'es toujours un peu sur la défensive, t'as l'impression que ça peut toujours arriver à tout moment, mais t'es aussi avec un partenaire, donc ce partenaire il est au courant de ces choses-là, est-ce que tu t'es confié, et est-ce qu'il y a des choses que tu lui as apprises, est-ce qu'il y a eu un travail de déconstruction, parce qu'au final, moi je pense que tu peux pas être sereine dans ton couple si t'as pas cette assurance que ton partenaire il est assez déconstruit en fait pour comprendre ce par quoi tu as pu passer ou ce par quoi tu pourrais passer en tant que femme. Et elle me disait ouais, je suis d'accord avec toi, il y a eu certains sujets sur lesquels il a fallu déconstruire en fait parce qu'on a tous été élevés dans ces mêmes préjugés, dans ces mêmes stéréotypes, etc. Il y a des choses qu'il fallait comprendre, des choses toutes bêtes du style quand tu t'habilles comme ça il peut t'arriver telle chose. Non en fait, ça peut t'arriver peu importe ce que tu portes. Et en gros, je me rendais compte en fait que c'est vraiment une double peine, genre une double responsabilité de se dire que c'est toi la entre guillemets la proie, la victime ou la potentielle victime, mais c'est aussi toi qui semble être détentrice de plus de savoir qui peut nous élever. Donc moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de faire la bénévole, j'ai vraiment pas envie de faire du bénévolat et éduquer des gens, mais je me dis
en fait, à un moment donné, si on veut s'en sortir, on va être obligé d'être bénévole. Donc, comme tu as dit, tu choisis ta cible. Toi, tu préfères éduquer les jeunes. Ceux qui sont vers la porte de la sortie, là, on va les laisser. Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est une partie avec laquelle j'avais beaucoup de mal, où je préférais juste être dans une confrontation directe et me dire, en fait, si on se comprend pas, je vais pas discuter avec toi, on va s'arrêter là. Mais non, malheureusement, tu vas être obligé de déconstruire beaucoup de conversations avec beaucoup de personnes, si tu veux, qu'il y ait une avancée, en fait. Oui. Et si je fais pas ça, ça veut dire que j'ai cédé au désespoir. Et comme dit ma sœur, s'il y a pas d'espoir, ben il y a pas de vie. Oui, après j'ai choisi. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage. J'ai choisi ma cible, c'est vrai, mais ça n'empêche que si je suis, je suis présente lorsque un acte méprisable est commis, je vais pas, parce que c'est une personne qui est proche de la sortie, me dire ah bah de toute façon il est proche de la sortie, c'est pas grave. Non, je vais intervenir. Ah non, pas par rapport aux actes. Moi je parlais vraiment d'avoir des discussions avec les gens et de les éduquer. Oui. Voilà, c'était plus dans ce sens-là. Il y a vraiment des moments où en fait, tu sais, je vais entendre un tonton dire une connerie, je veux dire franchement je sais pas, moi, t'as 70 ans, est-ce que j'ai envie de discuter encore de pourquoi c'est incorrect ce que tu viens de dire ? Non, tu vois, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Par contre, si t'as 30 ans et je t'entends dire des dingueries, je vais te dire non, c'est pas possible, parce que ça, tu vas le répéter à d'autres personnes de ton âge, je ne peux pas, je suis pas d'accord. Et en plus, tu sais, moi, quand j'avais eu cette conversation avec une tantine, et elle me disait, oui, mais tu peux pas parler comme ça, tu peux pas faire ci, tu vois, parce que le problème, c'est qu'eux aussi nous voient encore comme des enfants. Mais j'ai dit, mais moi... Et ça, je peux l'entendre. Je l'entends, mais moi, je lui ai répondu. J'ai dit, mais toi, à mon âge, t'étais mariée, t'avais 3 enfants, t'avais quitté ta famille pour t'installer dans un pays que tu connaissais pas, t'avais des responsabilités. Donc, imagine que toi et moi, on a le même âge et que, en fait, la personne que tu étais, où t'avais à ta charge toute une famille, etc., c'est moi. Parce que, tu vois, c'est très facile de voir quelqu'un comme si c'était un enfant, mais tu oublies que toi, au même âge, tu faisais telle chose. Parce que oui, ok, on n'a pas la même vie, tu vois, il y a des choses auxquelles eux, ils ont été confrontés que nous, on n'a pas été confrontés, mais de la même façon, il y a des choses auxquelles nous, on a été confrontés, auxquelles eux n'ont jamais été confrontés. Mais de juste passer par le prisme de toute façon, tu n'es qu'une enfant, une enfant de 30 ans passés quand même. Et tu vois, ça, c'est insupportable parce que tu vois, on est capable de parler de violence, etc., faites aux femmes. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut que tu sois passé par là pour comprendre et pour pouvoir en parler ? Pas forcément. T'es tout à fait légitime d'en parler, en fait. On partage pas juste du vécu, en fait. On partage des études, il y a des statistiques qui le prouvent, il y a des recensements qui le prouvent, comme tu l'as dit. Quand t'as appris le décès de ta proche, il y a une statistique qui disait c'est le 20e féminicide de l'année dans le pays, etc. Enfin, oui, on n'est pas en train d'inventer des choses, en fait, c'est un sujet qui est connu. Donc j'aime vraiment pas ce côté de il faut attendre que tu aies un certain âge et un certain vécu pour pouvoir aborder des sujets. Oui, mais en fait, parce que sinon tu seras jamais équipé. Oui, et puis en plus de ça, t'auras jamais l'âge qu'il faut parce que tu restes et resteras l'enfant toute ta vie. Et c'est ça qui est très dérangeant, moi, dans cette façon de présenter les choses, c'est que peu importe, on peut avoir cette discussion quand j'ai 20 ans, tu vas me parler en me rappelant que je suis un enfant, je vais avoir 30 ans, tu vas me parler... Je dis j'ai 20 ans, ils vont me dire mais j'ai 40 ans. Voilà, je suis un enfant. Moi j'en ai 50. Voilà, et quand j'en aurai 50 et que je voudrais aborder le sujet, on va dire oui, mais tu restes un enfant. Oui, mais je serai toujours un enfant dans cette discussion parce que ça ne va pas changer. Les décennies vont passer, mais ça ne va pas changer. C'est quelque chose qui... Non, moi j'ai commencé à être méchante. Je veux dire, quand tu auras besoin d'argent, rappelle-toi que je suis qu'un enfant. Comme ça, tu vas pas m'appeler. C'est moi tranquille. Non, mais tu vois, et c'est vraiment embêtant parce que tu te dis, j'ai envie d'être hyper positive, j'ai envie d'être... avoir un espace de discussion complètement sain, où on peut se dire les choses, etc. Sauf que malheureusement, ce n'est pas possible. Et il y a des conversations inconfortables qu'on est censé avoir. Et dans ces moments inconfortables, il y a des choses qui vont être dites qui ne vont pas être forcément très agréables. Parce que des deux côtés, il faut se remettre en question. Et ça, c'est vraiment difficile. Moi, je dis tout le temps dans le podcast que je vais être la personne, si j'ai un neveu, une nièce, un cousin, une cousine qui veut me parler de n'importe quoi, que cette personne puisse venir me voir avec n'importe quel sujet et que je m'efforcerai aussi longtemps que j'ai le souffle de vie d'être la personne où on peut tout me dire
je ne sois pas choquée et que je dise ok, dis-moi. Même si après, moi-même, quand je vais me retrouver seule, je vais être là, oh là là, ce que j'ai entendu aujourd'hui. Mais d'être cette personne chez qui tu peux venir chercher du réconfort et demander des conseils. Et si jamais moi, je n'ai pas de conseils à t'apporter, de te dire, écoute, on va réfléchir à une stratégie ensemble. Si c'est ok avec toi, je vais te mettre en contact avec une autre personne pour pouvoir parler de sujet. J'ai une amie d'enfance, quand à l'époque, tu commences à sortir avec des gens, on était encore toutes jeunes. Elle sortait avec un mec, et en fait, le mec, il avait l'habitude de, quand il s'engueulait, de la pousser contre un mur et de l'attraper par le bras, quoi. Et j'ai dit, mais en fait, on a 17, 18 ans. Qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est pas normal. Donc, vraiment, on a si peu de vocabulaire. C'est que tout s'apprend. On peut pas discuter. On n'est pas d'accord, on a 17, 18 ans, mais c'est quoi le problème ? Pour que tu en arrives à ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose où je me dis, si déjà quand tu as 17, 18 ans, tu n'as pas toutes ces excuses de oui, j'étais stressée par le travail, la pression d'être un homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, machin, les factures, l'électricité, le coût de la vie, la pression au travail, toutes ces choses qui pourraient être parce qu'on utilise souvent ça, on dit mais vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il a vécu, machin, etc., pour justifier un comportement dérangeant. À 17 ans, t'as pas toutes ces excuses, hein. Ton problème, c'est juste que tu dois passer ton bac. Donc, en fait, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que la panoplie d'excuses qu'on va utiliser pour justifier un comportement, plutôt que de se dire, on a failli à un moment donné en tant qu'humain, en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger l'erreur ? Parce que c'est bien beau hein, d'avoir des numéros d'urgence, des applications, dire aux gens, oui, vous devez signaler les machins, etc. Mais ça doit être un effort collectif. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce collectif a envie de faire l'effort. Tu vois, ils vont collectivement se bagarrer pour avoir toute autre chose. Mais pour ça, je trouve que dans le collectif, on n'est pas assez. Je trouve ça très triste. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très triste parce que quand je lis les statistiques, une femme en France, hein, un pays qui est censé être développé, où les gens sont tous bien éduqués, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Je pense que c'est ça la dernière stat. Il y a une semaine, je sais plus c'était quand, il y a une semaine où j'ai vraiment... Alors, ça m'arrive souvent de couper avec les infos, etc., parce que je n'arrive pas, c'est trop anxiogène. Mais il y a une semaine où tous les jours, on apprenait un féminicide. C'est ça. Mais c'est pas une cause de l'État. Oui, je me rappelle, je pense qu'entre-temps, il y a une... tu sais, la danseuse de ballet, une femme noire danseuse de ballet qui est décédée. Et tout le monde, dès qu'il y a eu l'annonce de son décès, tout le monde disait « Oh mon Dieu, encore une qui a été assassinée par son compagnon, etc. » Alors que la cause de son décès n'avait même pas été partagée. Donc, ça montre à quel point... C'est la première chose qui nous traverse l'esprit, en fait, quand une femme décède. C'est horrible. Ouais, c'est ça. C'est pas la maladie, c'est pas un accident, c'est un partenaire. Voilà. Donc, parce qu'on a dit beaucoup de choses, et pour un peu clôturer le sujet pour le moment, ce qu'on vous indiquera à faire, c'est ayez des codes avec vos proches. Ça peut vous protéger. Pour les personnes qui sont de l'autre côté et qui ont un proche ou une proche qui est victime de violence, et parce que là on a beaucoup parlé des femmes, il y a un pourcentage où ce sont les hommes aussi qui sont victimes de violence, on ne le néglige pas, mais dans tous les cas il faut toujours être la porte qui restera ouverte quand la personne aura besoin de nous. Quand une femme aura besoin de nous, il faut aussi essayer de ne pas être dans le jugement. On vous invite fortement à vous renseigner sur ce qui peut être mis en place pour aider les gens, les numéros à connaître pour pouvoir aider les gens dans le besoin, les codes à connaître. Enfin, il y a le geste de la main que tu fais, que tu fermes, etc. Parce que c'est des gestes qui peuvent paraître anodins, mais si tout le monde sait ce que ça veut dire, eh ben, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver des vies. De la même façon que moi, J'ajouterais aussi d'avoir le même type de conversation qu'on vient d'avoir là, d'avoir ces conversations dans vos cercles. Parce que des fois, en fait, on pense qu'on est toutes sur le même
on est toutes d'un même d'accord sur ce type de sujet. Et c'est en ayant ces conversations en fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une personne qui est dans le besoin autour de vous. Exactement. Parce qu'on n'a pas... Il n'y a pas de signes. Il y a des signes, mais parfois il y a des choses qui sont juste indétectables. Donc n'hésitez pas à avoir ce genre de conversation. Ça peut être vraiment un catalyseur pour une personne. Ouais, et on insiste sur le fait que c'est pas forcément que physique. La violence, elle peut être aussi psychologique. Et aussi essayer ne pas être dans le jugement. On fait attention à ce qu'on dit aussi parce que c'est facile de dire « Ah mais moi, si ça m'arrivait, je ferais comme ça ». Sauf que quand on se retrouve dans la situation, le « si moi ça m'arrivait, je ferais comme ça », c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Il faut... la vie a une façon de nous apprendre des leçons parfois qui est très surprenante. Voilà, donc restons humbles, histoire qu'elles ne nous apprennent pas ces leçons difficiles. Vraiment, restons humbles. C'est précieux. Et soyez vraiment... comme on le dit toujours, c'est en se serrant les coudes qu'on va réussir à s'élever. Je suis pas là pour prôner le fait qu'on va renverser les hommes ou quoi que ce soit, mais parce qu'on n'est pas dans ça du tout. Mais on va se protéger et on va se soutenir, ou plutôt que de se faire la guerre les unes les autres. On va être une force de soutien, parce que autant je peux être heureuse pour une influenceuse qui a annoncé sa grossesse en me disant « Ah, mais je la suis depuis très longtemps, je suis trop contente pour elle », autant je peux être cette personne qui va intervenir parce que dans la rue, il y a quelqu'un qui va commencer à vouloir se frotter à une fille, ou quelqu'un qui va avoir un comportement déplacé, et ça va permettre d'aider cette femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais ça va un homme va se rendre compte que je peux pas me comporter comme je veux, parce qu'il y a des... Je peux pas me permettre ça, voilà. En fait. Voilà. Il y a des répercussions, et il peut pas être victime, mais il peut subir les répercussions de ses actes, parce que quand tu marches en toute impunité en pensant que tu es le plus fort et qu'il peut jamais rien t'arriver, qui va t'arrêter vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à partager avec nous. Si vous avez des expériences douloureuses que vous souhaitez partager, que vous vous en êtes sortis, pour justement encourager d'autres femmes à peut-être parler, ou du moins à faire un effort de partir, nous sommes et même si vous avez des questions, parce que comme vous le voyez, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur, on aurait pu en parler pendant 3 heures, mais il y a sûrement des angles qu'on n'a pas abordés, donc s'il y a un truc en particulier que vous voulez qu'on réponde, on est disponible sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, et on va essayer de terminer cet épisode sur une note un peu plus positive. Donc, ma chère Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Oui, alors d'abord, merci d'avoir suivi depuis le début pour ce suspense. Je suis trop heureuse parce que ça fait maintenant 5 ans que je vis en Angleterre. Et depuis que je suis installée en Angleterre, mes parents ne sont jamais venus chez moi. Et là, ma mère m'a annoncé qu'elle va venir me rendre visite, donc je suis trop heureuse. Elle va enfin voir où j'habite. La dernière fois que ma mère est venue à Londres, c'était avec moi. Et je pense que j'avais 6 ans. Donc vraiment, je pense que ça va lui faire un choc. On était partis en bateau, etc. Enfin, on était partis en ferry. Je me rappelle, elle avait eu le mal de mer. Enfin, c'était une aventure. Et là, elle va venir en Eurostar. Enfin, elle a jamais pris l'Eurostar. Tu vois, j'ai trop hâte. Je me dis que ça va faire tellement de choses. Donc vraiment... Laisse-moi te dire que je suis un peu maniaque à la maison, là, dans le rangement. J'ai besoin que tout soit nickel. C'est comme si Beyoncé venait. Tu vois, quand Beyoncé elle vient à l'hôtel Meurice, ils sont là, ils nettoient tout au peigne. Exactement. Je suis en train de regarder la maison, je suis grande architecte de la maison. Genre, toi tu ramasses ça, toi tu fais ça, toi tu fais truc. Ah là là. Ouais, voilà. C'est ça mon truc. The Glimmer of the Day, comme Néné m'a recommandé, comme tu m'as prescrit. Exactement. Voilà. Et toi, c'est comment ? Eh ben, on est aussi sur un aspect rangement, classement, déco. On change la chambre de l'enfant. Et alors, je suis obsédée par les éléphants depuis la naissance de cet enfant. Je ne sais pas pourquoi. Les éléphants me touchent particulièrement. Il faut vraiment que je commence à faire des recherches là-dessus, parce que j'ai décidé que c'était l'animal totem de ma vie avec cet enfant. Donc, et moi, dès que je vois un truc avec un éléphant, j'envoie des photos à Néné. Je prends. Voilà. Je prends. Voilà. Et sauf que, enfin, pas sauf que, mais l'enfant a une de ses cousines qui a le même âge, et qui lui a montré des sirènes. Et l'enfant a décidé que maintenant, c'était les sirènes.
Les sirènes et Ah bah zut alors. Sirène et Miraculous. Donc je dois essayer. Non mais où est-ce que je vais trouver une sirène éléphant moi? Je sais plus quoi faire, tu m'en demandes trop là. Il faut que je trouve le moyen de faire cohabiter Oh là là. les sirènes, Miraculous Les écailles et les éléphants. défenses. Et Miraculous. Voilà, donc en termes de... Ça promet. Tu vois, en termes de couleurs, je sais pas trop. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas parce que vraiment j'ai l'impression d'être dans l'esprit d'une personne qui a pris des champignons et elle te parle Ouais, vraiment, voilà. genre sérieusement, elle dit oui, mais avec truc, elle m'a montré la sirène et la sirène elle faisait comme ça et après la sirène elle avait fait ça, mais en même temps la sirène et la Miraculous. coccinelle et l'éléphant. Voilà. Bien sûr. Et Miraculous, parce que bien sûr elle l'appelle pas Miraculous, elle utilise un autre mot et tu comprends que c'est Miraculous, c'est Maxilous. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Elle dit Maxilous. Maxilous avec chat noir, ils étaient sur les toits de Paris, ils ont sauté, je sais pas quoi, t'es là. C'est trop Tu mignon. dis ah oui, oui, oui. Et puis après, bah, Doudou éléphant et puis Doudou licorne, ils faisaient dodo. Et t'es là. D'accord. Oh. Donc dans tout ça là, mère Néné est en train de se dire bon, on va changer tout ça sur un thème. En plus, elle va bientôt avoir 4 ans, donc je pense déjà aux préparatifs de son anniversaire. Et depuis qu'elle est petite, j'ai un certain thème pour son anniversaire. Mais là, il faut l'adapter parce qu'elle commence à avoir ses envies, ses exigences, etc. En plus là, c'est les âges où t'as les souvenirs et tout. Oui. Exactement. Donc, soit je vais faire 3 gâteaux, éléphant, Miraculous et sirène. Peut-être que d'ici là, j'ai encore quelques mois devant moi. Il me reste 2 mois et demi, 3 mois devant moi. Mais vous connaissez Néné de toute façon. Voilà. Vous doutez bien que c'est pas demain. Voilà. C'est pas demain. Mais je me prépare à toute éventualité parce que peut-être que d'ici là, on va devenir obsédé par les astronautes. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver. On sait rien, ça peut toujours changer. C'est pour ça que, Je te jure. c'est pour ça que même dans la déco de sa chambre, alors pour les personnes qui me connaissent, je déteste tout ce qui est rose. Donc ce qui est certain, c'est que sa chambre ne sera pas rose avec des sirènes au mur. Je suis pas ce genre de mère. J'essaye toujours de me dire... Déjà, le fait que tu aies accepté les sirènes en tant que Congolaise, je suis choquée. Alors... Mais vraiment, non, mais quand on dit que la maternité, ça change les gens, mais vraiment... alors moi, là... je n'ai jamais eu aucun problème avec les sirènes. C'est plutôt sa mamie et ses tantes qui disent il y a quand même beaucoup de sirènes. Tu dis, bon, c'est juste une sirène. Moi, vraiment, ça ne me dérange pas. Mais tu vois, je fais partie de ces parents qui... alors, je veux faire plaisir à mon enfant et je veux qu'elle se sente très bien dans sa chambre, etc. Mais je ne vais pas aller à fond dans tous ces délires parce qu'on n'est pas dans DNCO. Et je ne vais pas avoir un budget de je ne sais pas combien de milliers d'euros tous les 2 ans pour changer sa chambre selon ses envies. Moi, quand j'étais gamine, j'avais demandé à mes parents une chambre vert pomme et jaune pour aux couleurs de la fée clochette. Alors, Dieu merci, mes parents m'ont dit oui. Mais en grandissant, je ne pouvais plus voir ce vert pomme, quoi. Je n'en peux plus de la fée clochette. C'est ça. Alors, je me dis, tu sais, en mettant des trucs un peu neutres et en changeant 2-3 petites choses ici et là, je pense que ça va faire le truc, surtout qu'à cet âge-là, comme ça va le faire. Ça change beaucoup. Donc, mère Néné est en train de... Ah ouais, t'es en full force. Full force, tu fais tout le tri dans les machins. J'ai une amie qui m'a dit, c'est trop bien, elle commence à aimer les Barbies, elle va récupérer tous les Barbies de ma fille parce que ma filleule est très grande. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, ma reine, j'ai le camion de Barbie, j'ai la maison de Barbie, j'ai Barbie truc, Barbie machin. Oh non. Elle dit comme ça, ma cousine, elle sera contente. J'ai dit, ta cousine, elle va avoir 4 ans, elle n'a pas besoin d'autant de Barbie. Hein. Elle me dit, mais si, t'inquiète, il y a de la place. J'étais là, j'ai dit, mais il y a Barbie avec un cheval licorne. Ouais, prends-en pour Jazz et Soul, parce qu'elles sont chaudes en ce moment. Et prends un petit stock pour elle aussi. Non, mais en fait, je vais récupérer toutes les Barbies. Et ce qui est bien aussi, c'est que... Et je me dis que c'est quand même une autre génération, ou c'est parce qu'on se côtoie depuis très très longtemps. Mais dans ces Barbies, elle a des Barbies de toutes les couleurs. Elle a vraiment une Barbie... Elle a une Barbie indienne, elle a une Barbie asiatique, elle a des Barbies noires, elle a des Barbies blondes, des brunes, et de toutes les formes. Et je me disais, il y a des années... T'as bien fait le travail. Oui, et puis il y a des années, moi, mes Barbies, j'avais une Barbie noire que mes frères m'avaient ramenée des États-Unis. Mais en France, j'en trouvais pas. Et là, je me dis, putain, c'est trop bien. Ma fille, elle arrive. Elle va arriver avec toutes ses Barbies. Elle va arriver, ouais. Avec toutes les Barbies. Je trouve ça trop incroyable, en fait. Tu sais, ça, c'est des trucs, genre, nous, ça nous choque. Et je sais que... Il y a pas longtemps, je sais plus c'était quel jeu que j'avais regardé dans un magasin. Et je disais aux filles, regardez, il y en a une noire et tout.
elles m'ont regardé genre, Ok. oui, ok, et donc, calme-toi, madame. Non, mais c'est Calme-toi, ça. oui, il y en a une noire. C'est tout à fait normal pour elles. Et j'en suis très heureuse, mais c'est juste trop drôle, en Ouais, fait, c'est de voir ça. en une génération comment certaines choses sont juste plus du tout extraordinaires, en Ouais. fait. C'est banalisé. Ouais, elle arrive dans un monde où elle a une facilité d'accès à certaines choses, tu vois, même un petit bébé noir, des petites choses comme ça, où tu la laisses choisir, hein. Mais c'est pas aussi difficile Ouais. que nous, quoi. Et donc ouais, là, elle a full stock de Barbie qui l'attendent. J'ai négocié sévère pour pas tout mettre maintenant, parce que elle va plus en pouvoir, quoi. Elle va vraiment plus... Mais grave. Elle va plus dormir. Enfin, il y a trop de Barbie, trop de Mais choses. Enfin, il y a trop de jouets. Ouais, grave. Trop de Moi, jouets. je pense que tant que tu le fais avec elle progressivement et tout, ça va le faire. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est Ouais. comme je le dis, mon argent, enfin c'est pas mon argent, c'est son argent et c'est elle la bosse quoi. Voilà. C'est son argent, c'est elle la bosse. Voilà. Je te jure. Voilà. Amen to this. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de parler de ce sujet très difficile. On a quand même essayé de terminer l'épisode sur une note très positive. Si jamais vous êtes témoin de violence ou vous avez le moindre soupçon, n'hésitez pas à prévenir immédiatement les autorités compétentes. Vous pouvez toujours composer le 17 pour une intervention des forces de l'ordre. Si vous voyez un enfant en danger ou confronté à une situation de risque, appelez le 119 ou ce qui est un numéro vert pour les enfants en danger. Et si vous avez besoin d'aide pour l'orientation d'une femme victime de violence, vous pouvez composer le 3919. C'est un numéro d'écoute anonyme et gratuit, ouvert de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, dimanche et jour férié. Il faut rester vigilant et signaler en cas de moindre doute pour être sûr de pouvoir agir face aux violences. Merci à toutes et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, bye.